James Haldey, le corsaire qui défia l'Empire espagnol. Visage? Visage buriné, creusé par le vent et les années. Une barbe courte, grisonnante, qui cache une cicatrice sur la joue gauche. Les sourcils épais, froncés en permanence. Les yeux gris-vert, perçants, cernés de rides profondes. Le nez légèrement tordu, un coup de pommeau reçu lors d'un abordage. La peau tannée, rude comme du cuir. Époque 1516 vers 1579. Prologue. L'enfant de Dartmouth, l'année 1516 pleure sur l'Angleterre. Henri VIII règne, la mer est une promesse et une menace. C'est dans ce décor que naît James Haldey, sur les quais sales de Dartmouth, dans le Devon. Son père est cordier, sa mère meurt en couche. À 5 ans, James s'est noué en haussière. À 8, il vole un canot et traverse l'estuaire à la rame. À 12, il reçoit son premier coup de garcette sur le dos pour avoir frappé un quartier-maître. Le destin ne lui a pas fait de cadeau. Mais la mer lui tient lieu de mer, d'école et de champ de bataille. Première lame, l'apprentissage du feu 1530-1544. À 14 ans, James embarque comme mousse sur la Marie de Bristol, un 3-mâts marchand qui descend le long des côtes françaises. Il découvre la violence des tempêtes, la vermine, la peur qui tord les ventres, mais aussi la camaraderie. C'est là qu'il fait la rencontre la plus importante de sa vie. Sébastien Cabot, l'ancien explorateur, déjà vieux mais à la voix de roc. Cabot, qui a navigué jusqu'au Labrador, qui a vu des icebergs hauts comme des cathédrales, prend l'adolescent sous son aile. « Tu as les yeux d'un homme qui veut dévorer l'horizon », lui dit Cabot. « Je vais t'apprendre à lire les étoiles. Le reste, la violence, tu l'apprendras tout seul. » Haldey apprend vite. En 3 ans, il devient second. En 5 ans, il commande sa propre pinasse. Et quand éclate la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, 1544, il a déjà une réputation. On dit qu'il encaisse la mer comme personne, et qu'il a une haine féroce pour les galions espagnols qui croisent trop près des côtes anglaises. La lettre de marque. Naissance d'un corsaire. En 1545, James Haldey reçoit des mains du comte de Warwick une lettre de marque officielle, un parchemin qui l'autorise à attaquer les navires espagnols, français et portugais pour le compte de Sa Majesté. On lui confie le commandement du Trinity Gilbert, un rapide 3-mâts de 120 tonneaux, armé de 8 canons et de 2 coulevrines. L'équipage 80 marins, dont 30 vieux briscards du port de Plymouth, 20 déserteurs et le reste, des gamins qui n'ont jamais vu le sang couler sur un pont. Haldey leur tient un discours. « Je ne vous promets pas de l'or, leur dit-il. Je vous promets de la poudre, du vent et la chance de mourir debout. Mais si vous m'obéissez, nous reviendrons chargés comme des mules. » Il l'acclame. Trinity Gilbert lève l'ancre par une nuit noire, sans lune. Bataille numéro 1. L'abordage du Santa Clara, mars 1545. Au large des côtes de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, Haldey repère son premier gibier, le Santa Clara, un galion espagnol de 300 tonneaux, long mais lourdement armé. Il transporte du vin, de l'huile, des olives et surtout 3 caisses de pesos d'argent destinées au gouverneur de La Corogne. La tactique d'Haldey est simple, la surprise. Il attend l'aube quand la brume est épaisse comme un drap. Le Trinity Gilbert glisse silencieusement, voile cargué, rame dehors, car le navire est aussi équipé de 20 avirons. À 2 encablures, un veilleur espagnol crie. Trop tard. « Feu !» hurle Haldey. Les 8 canons du Trinity crachent leurs bordées à bout portant. Les boulets fracassent la poupe du Santa Clara, arrachent le gouvernail, tuent 6 hommes sur le pont. Avant que les Espagnols aient pu charger leurs arquebuses, les grappins d'abordage mordent le bastingage. Haldey est le premier à sauter, un pistolet dans chaque main. Il fait feu, un Espagnol s'effondre. Il dégaine sa dague, embroche un second. Autour de lui, ses hommes se battent comme des démons, à la hache, au sabre d'abordage, au mousquet. Le capitaine espagnol, un certain Don Rodrigo de la Vega, sort de sa cabine, l'épée à la main. Les 2 hommes se font face. « Rendez-vous, Don Rodrigo !» crie Haldey.
Je ne veux pas tuer un noble. La réponse est une estocade qui déchire la manche d'Aldée. Le corsaire esquive, riposte d'un revers, désarme l'Espagnol et lui plante la pointe de son épée dans l'épaule. Don Rodrigo tombe à genoux. Le combat dure encore 10 minutes, puis le pavillon espagnol descend. Bilan, 14 morts côté anglais, 28 chez les Espagnols. Le butin, 3000 pesos, 50 barils de vin, des toiles de lin et une carte marine qui révèle les routes secrètes des galions. Aldée renvoie les prisonniers sur une chaloupe, à la rame vers la côte. Dites à votre roi que James Aldée boira son vin ce soir. La galère fantôme, 1546. Pendant 2 ans, Aldée écume la côte galicienne. Il capture 17 navires, amasse une petite fortune, mais attire surtout la colère de l'Empire espagnol. Charles Quint met sa tête à prix. 10 000 ducats pour celui qui lui livrera le cadavre d'Aldée. Un matin de mai 1546, alors que le Trinity Gilbert longe les îlesCies, 3 galères espagnoles surgissent de l'embouchure du fleuve Minho. Elles sont rapides, munies de rames et montées par 400 soldats. Aldée a le vent défavorable. Il ne peut pas fuir. « Préparez les canons !» ordonne-t-il calmement. « Et sortez les pots à feu. » Les pots à feu. Des récipients en terre cuite remplis de poudre, d'huile et de soufre que l'on lance à la main comme des grenades primitives. C'est une arme sauvage, interdite par toutes les conventions, mais Aldée s'en moque. Les galères approchent en ligne de front. À 200 mètres, elles ouvrent le feu avec leurs canons de proue. Un boulet traverse la coque du Trinity, éventre 2 marins. L'eau gicle par la brèche. Aldée ordonne de calfeutrer à la hâte. À 50 mètres, il crie « Potes à feu !» Une pluie de projectiles enflammés s'abat sur la première galère. L'un d'eux explose sur le banc de rames, embrasant les cordages et les tuniques des rameurs. La galère vire de bord en brûlant. La seconde galère, affolée, percute la troisième. Dans la confusion, le Trinity largue les voiles, force le vent d'un quart et s'enfuit vers le large, les Espagnols hurlant de rage dans leur sillage. Ce jour-là, Aldée perd seulement 2 hommes. Il gagne une légende. Le grand rêve brisé, 1549-1551. En 1549, la guerre prend fin. La lettre de marque d'Aldée est révoquée. Il dépose son épée de corsaire, mais pas son ambition. Avec Sébastien Cabot et un riche marchand nommé Henry Ostrich, il élabore un projet monumental. Établir une route commerciale directe avec la côte des Barbaresques, Afrique du Nord. Personne en Angleterre n'a encore réussi. Le monopole serait fabuleux. 3 navires sont armés. 2 Golden Hind, de Dove et d'Edward. L'expédition doit partir en mars 1551, mais Aldée est frappé par le mal des sueurs, cette maladie fulgurante qui terrorise l'Angleterre. Fièvre, vomissements, sueur noire. En 3 jours, il est prostré, incapable de se lever. Il doit confier le commandement à son ami John Luttrell. « Pars sans moi, lui murmure-t-il. Je te rejoindrai dès que je pourrai me tenir debout. » Luttrell appareille. Aldée reste à terre, brûlant de fièvre, regardant les voiles disparaître à l'horizon. 3 mois plus tard, un seul navire revient. Pas le Golden Hind, pas le Dove. C'est une chaloupe avec 4 survivants. Il raconte. Après une escale à Madère, les hommes de Luttrell ont été décimés par la même sueur maligne. Luttrell est mort le premier. Henry Ostrich le second. Les 2 autres navires ont été capturés par des corsaires barbaresques. L'expédition est un désastre. Aldée se rétablit, mais trop tard. Pendant sa convalescence, un rival, Thomas Windham, a pris la mer et atteint le Maroc. Windham revient vivant, chargé de sucre et de dattes. Il est déclaré premier Anglais à commercer avec la Barbarie. La gloire lui revient. Aldée écrit des lettres à n'en plus finir, jure que c'est lui le véritable pionnier, que la maladie seule l'a arrêté. Personne ne le croit. Sa réputation de corsaire et de menteur le poursuit. La traversée du désert, 1575. Pendant 23 ans, Aldée disparaît des archives. Il navigue comme simple pilote sur des navires marchands,
commande des pinasses pour des marchands de poissons, touche des avances qu'il dépense en rhum et en querelles. On dit qu'il a été vu à Dublin, à Lisbonne, à Bordeaux. Il vieillit, sa barbe grisonne, ses yeux fatiguent, mais il ne renonce jamais à l'idée de retrouver son honneur. Bataille numéro 2. Le dernier combat, 1576. En 1576, Sir Martin Frobisher prépare une grande expédition pour découvrir le passage du Nord-Ouest. Halday, 60 ans, se porte volontaire. Frobisher l'accepte d'abord, puis pour des raisons inconnues, le raie de la liste à la dernière minute. Halday est furieux. Il jure qu'il naviguera quand même coûte que coûte. Il rachète un vieux brigantin, le Sea Sprite, avec ses dernières économies. Il recrute une vingtaine d'hommes parmi les rebuts du port, des déserteurs, des faillis, des brutes, et il décide de suivre Frobisher à distance, pour prouver qu'il est aussi bon que lui. L'expédition de Frobisher quitte Londres en juin 1576. Elle désuit à une journée de mer, mais dans les eaux de l'Atlantique Nord, un ouragan les frappe. Le Sea Sprite est dérouté, son mât de misaine est cassé, la coque prend l'eau. Pendant 3 jours, Halday lutte contre les vagues, brasse l'eau avec une pompe de fortune, hurle le désordre à la tempête. Un de ses hommes est emporté par une lame, un autre se noie dans la cale. Finalement, le calme revient. Halday voit les côtes du Groenland au loin, mais il n'a plus de vivres, il doit faire demi-tour. Les dents serrées, la rage au cœur, il rentre à Dartmouth. Frobisher, lui, reviendra plus tard avec des échantillons de minerais, du faux or, et sera acclamé comme un héros. Halday, lui, n'est plus qu'un vieux marin oublié. Sens. Bataille numéro 3. L'expédition danoise, 1579. Mais la flamme n'est pas éteinte. En 1579, une chance inespérée se présente. Le roi Frédéric II de Danemark cherche un navigateur expérimenté pour tenter à nouveau la route du Groenland. Halday, malgré son âge, se porte candidat. Il ment sur ses états de service, gonfle son nombre de prises, mais il a encore cette voix grave qui impressionne. Le roi l'engage. 2 navires sont affrétés, The Copenhagen et The Lion. Halday commande le second. L'équipage est mêlé, danois, norvégiens, quelques anglais. L'ambiance est tendue dès le départ. Au large des îles Shetland, il rencontre un corsaire écossais, le Black Revenge, qui les prend pour des marchands. L'Écossais attaque. C'est un navire plus petit mais plus maniable, armé de 6 canons. Halday, qui n'a pas perdu son instinct, ordonne à ses hommes de faire les morts, baisser le pavillon, s'allonger sur le pont, faire mine de se rendre. L'Écossais s'approche, confiant. Il envoie une chaloupe d'abordage avec 20 hommes. Quand il pose le pied sur le pont, Halday se relève d'un bond. Alarme! Ses hommes surgissent de derrière les tonneaux, dessous les écoutilles. Les Danois sortent des haches. Le combat est court mais féroce. Halday, d'un coup de crosse de mousquet, assomme le capitaine écossais. En 10 minutes, la chaloupe est reprise, et le Black Revenge, désormais sans commandant, s'enfuit toute voile dehors. Le roi Frédéric II apprend l'exploit et félicite Halday par lettre. Le vieux corsaire renaît. Le mur de glace, août 1579. L'expédition approche du Groenland. La mer devient blanche, des icebergs dérivent lentement, muets et menaçants. Halday, qui a navigué sous cabot dans les mers froides, reconnaît les signes, la banquise n'est pas loin. Le 3e jour, elle apparaît. Un mur de glace solide, haut comme 3 mâts, s'étendant à perte de vue. Pas de passage, pas de fissure. Halday longe la banquise pendant 2 jours, cherchant une brèche. Il envoie des canaux d'exploration. Rien. Le capitaine danois, un certain Eriksson, veut faire demi-tour. Halday refuse. « Donnez-moi 3 jours encore, supplie-t-il. Je connais ces mers. » Eriksson lui accorde 1 jour. Halday prend le Lion, seul, et tente de passer par le nord. Le vent se lève, la glace se resserre. Soudain, un craquement terrible. La coque du Lion heurte un bloc submergé. L'eau jaillit par une voie d'eau. Halday ordonne de pomper, de calfater, mais la glace presse de toutes parts. Pendant 6 heures,
L'équipage lutte contre l'eau glacée qui gèle les bras, contre le froid qui engourdit les doigts. 2 hommes tombent par-dessus bord, aspirés par le courant. Finalement, la voie d'eau est colmatée, mais le lion est endommagé, et la banquise est infranchissable. Aldée doit donner l'ordre de rebrousser chemin. Il regarde derrière lui, le mur blanc, le ciel gris, et il sait que c'est fini. Plus jamais il ne reverra ses mères. Plus jamais il ne reverra ses mères. Plus jamais il ne reverra ses mères, le roi Frédéric II le reçoit froidement. Vous m'avez coûté une fortune pour rien. Aldée ne répond pas. Il réclame juste assez d'argent pour rentrer en Angleterre. Le roi lui accorde quelques pièces, tourne les talons. Aldée embarque sur un navire de pêche. Il arrive à Dartmouth par une nuit d'automne. Trempé, fatigué, sans un sou. Personne ne le reconnaît. Les jeunes marins qui boivent aux tavernes ne savent même plus qui il est. Seul un vieux bonhomme assis devant sa porte lève les yeux. « James » dit-il. « James Aldée ? On te croyait mort. »« Je le suis, » répond Aldée. « Il y a longtemps. » Il s'assoit à côté du vieux, on lui sert une chopine de vin. Il ne parle pas de ses batailles, ni du Santa Clara, ni des galères, ni du mur de glace. Il regarde la mer, silencieux. Il meurt quelques semaines plus tard dans une cabane au bord de l'eau. Sa tombe n'a pas de nom. Mais dans les archives de Dartmouth, dans les registres de la marine danoise, dans les lettres qu'il a écrites à Sébastien Cabot, son nom est encore là. James Aldée, corsaire, explorateur, fléau des Espagnols. Il n'a pas trouvé le passage du Nord-Ouest, il n'a pas conquis la barbarie, mais il a livré des combats que les livres d'histoire ont oubliés. Et pendant un demi-siècle, il a fait trembler les galions espagnols, défié la glace et bu le vent comme un homme libre. Sa véritable épitaphe, personne ne l'a écrite. Mais si la mer pouvait parler, elle dirait « Il était l'un des nôtres ».